Madame, Monsieur, bonsoir. Revenu de questions d'actu ce soir, les impacts économiques de l'invasion russe de l'Ukraine et en deuxième partie, céréales et culture au Maroc. Nous commencerons donc par détailler les premiers effets de l'offensive russe sur les territoires ukrainiens. Le même jour de l'offensive, d'ailleurs, des mouvements monstres ont été relevés sur tous les marchés mondiaux quasiment. Le pétrole flambe à son plus haut niveau depuis 7 ans, puisque 35% des produits pétroliers, notamment consommés en Union européenne, viennent de Russie. Côté produits agricoles, les céréales, notamment le blé et le maïs, ont vu leur cours s'envoler, puisqu'une nouvelle fois, la Russie est le premier exportateur mondial de blé et représente, avec l'Ukraine, un quart des exportations mondiales de cette céréales. Le risque est donc une réelle perturbation de l'approvisionnement et bien sûr cette poussée inflationniste qui va perdurer, ou qui devrait perdurer. En tout cas, les places boursières s'effondrent pour leur côté. Nous ferons donc le point avec Uri Dadouche, Senior Fellow au Policy Center for the New South, ex-directeur de l'Economist Intelligence Unit de la politique économique à la Banque mondiale. Bonsoir, professeur Dadouche. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous recevoir. Alors, avant de parler économie, sommes-nous en train d'assister au prélude d'une troisième guerre mondiale? Non. Le président Biden l'a dit dès les premiers signaux que la Russie a commencé à circonder l'Ukraine. Et je pense qu'il a fait une très bonne chose. Il a dit très clairement, du premier moment, on n'enverra pas des soldats américains à défendre l'Ukraine. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN et on n'est pas obligé, sous l'article 5, d'intervenir. Et bien entendu, à part cela, la Russie, c'est une puissance nucléaire et depuis, non seulement depuis dernièrement, mais depuis 50 ans, 60 ans, les États-Unis font très attention, et également les Russes, à ne pas s'engager militairement d'une façon directe. Ils l'ont fait dans différents contextes par le moyen de tiers, mais jamais directement. Et on parle d'une guerre hybride, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on n'a pas de guerre, c'est-à-dire de confrontation directe, militaire, mais aujourd'hui on parle de ce concept de guerre hybride. Hybride dans quel sens? C'est-à-dire, en fait, dans le conflit entre les deux pays, on ne parle pas de guerre réelle, militaire, mais de guerre hybride, c'est-à-dire que peut mener l'Occident sur la Russie et vice-versa. Oui, c'est dans le sens que c'est une guerre, qui entraîne des sanctions et qui va sans doute entraîner des sanctions réciproques, donc Absolument. De deux côtés. Mm-hmm. Ce qui est militaire, le côté militaire, c'est plutôt du côté de l'approvisionnement et l'aide directe aux forces ukrainiennes. Mais il n'y a pas de confrontation directe. Mm-hmm. On peut aussi parler du potentiel d'une guerre hybride parce que avec des attaques, cyber attacks, des attaques. Anonymous, d'ailleurs, ils ont déjà commencé à menacer de mener une guerre, une cyberguerre, en tout cas sur la Russie. Voilà. Il pourrait y avoir des attaques, des cyberattaques. Et vice-versa. Or, les analystes qui connaissent ce domaine vont dire que la Russie est très très forte dans le cyber et donc il faut aussi éviter ça. Très bien. Alors, donc, on va certainement revenir aux sanctions, mais avant, les impacts économiques commencent déjà à se faire sentir. J'en ai parlé un peu en introduction. Le pétrole flambe, le gaz aussi. Ces tendances, est-ce que vous pensez, professeur Dadouche, qu'elles risquent de durer? Si oui, à moyen terme, quel serait vraiment l'impact à moyen terme? Parce qu'à court terme, on le sent déjà. Le baril a dépassé les $100, il risque de s'installer au-dessus des $100. Donc, est-ce que vous pensez que en tout cas sur ces produits-là, énergétiques, la tendance haussière, inflationniste risque de durer? Oui, ça dépend essentiellement de la durée du conflit. Très bien. Premièrement, et deuxièmement, la nature des sanctions qui vont suivre. Alors, la durée du conflit, je ne suis pas un expert militaire, mais je suis parmi ceux qui regardent de façon simple la confrontation des forces. Et il me paraît assez évident, comme à beaucoup d'autres, que le conflit va être relativement beaucoup de sang et bref, court.
que les forces ukrainiennes, avec tout ce qu'ils peuvent faire, héroïsme, tout ce que tu veux, ne peuvent pas faire concurrence directe à la puissance russe, surtout que cette invasion, c'est évident, a été très bien préparée, je veux dire, préparée de façon sur plusieurs mois. Et en fait, si vous regardez la map, l'Ukraine est entourée. Ce n'est pas une attaque d'un seul côté, c'est une attaque qui vient de partout, ce qui complique énormément la situation militairement. Donc, je pense probable que ce soit un conflit bref. Si c'est cela, il y a déjà une flambée. Elle est en fait moins grave de ce que moi je m'attendais, peut-être en partie parce que les marchés avaient déjà, si tu veux, incorporé les attentes. Vous savez que le marché américain, hier, actionnaire américain a augmenté, le S&P a augmenté de 1,5%. Seule façon d'expliquer ça est le fait que les marchés américains se sont dit « Ah bon, c'est pas aussi mauvais qu'on pensait. On s'y attendait, ça a l'air pas aussi mauvais qu'on pensait. » Bon. Et donc, si le conflit persiste, ce qui est très probable, alors, bien entendu, la flambée il devrait persister si la Russie annexe l'Ukraine ou pas. Non. Parce que finalement, est-ce qu'il y aurait annexion ou pas, selon vous, professeur Dadouche comme la Crimée a été annexée il y a 8 ans, est-ce que vous pensez que tout le territoire ukrainien pourrait être annexé par la Russie? Ça, je ne sais pas. Je pense que c'est peu probable, parce qu'il y a une forte opposition de la grande partie de la population ukrainienne aujourd'hui à faire partie de la Russie. Et puis, il n'y a pas un support solide à l'intérieur de la Russie pour cette guerre. Tout ça mène à penser que ça va être bref. Si c'est prolongé pour des raisons militaires, vous savez, c'est très difficile de prévoir ce qui se passe dans une guerre. Alors là, ça continue. Puis l'autre domaine, c'est qu'est-ce qui se passe avec les sanctions. Parce que ça, ce sont des effets à long terme. Or là, je peux être, je pense aussi, un peu rassurant, dans le sens que les Européens et les Américains ont déjà donné des signaux très forts que les sanctions ne vont pas inclure, par exemple, essayer d'arrêter les importations d'énergie de Russie, qui d'ailleurs se tirer une balle dans les pieds. Okay? Donc, une forte probabilité que sur les prochains 1 ou 2 ans, l'approvisionnement d'énergie continue. Okay. Est-ce que ce n'est pas ça qui a affaibli l'Europe? Certains pays européens, comme l'Allemagne, par exemple, qui dépend fortement, c'est-à-dire la moitié des foyers allemands, sont chauffés grâce au gaz russe. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, Donald Trump, le président américain, avait soulevé ça lors d'une réunion de l'OTAN, en leur rappelant que l'Allemagne paye beaucoup d'argent aux Russes, mais beaucoup d'argent dans les coffres russes. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de se séparer un peu de cette dépendance, d'arrêter cette dépendance par rapport aux produits énergétiques russes, tout simplement? Alors, oui. Et le premier pas a déjà été fait. Mais ça n'a pas un impact direct immédiatement sur l'approvisionnement d'aujourd'hui, qui d'ailleurs, l'Allemagne a très peu d'alternatives. L'Europe... Le schiste américain, le gaz de schiste américain? Une alternative au gaz de schiste américain, d'abord, il y a une limite à l'offre, et deuxièmement, ça va coûter très très cher parce que c'est liquéfié, ça doit être liquéfié. Donc, en ce qui concerne... donc, les Européens n'ont pas d'alternative immédiate, ils dépendent à 40% du gaz russe. Mais le premier pas a été déjà fait par la décision de l'Allemagne de suspendre l'approbation de Nord Stream 2, qui est un approvisionnement qui ferait, it's a pipeline. Un gazoduc. Un gazoduc qui fournirait à peu près 15%, entre 12 et 15% du gaz européen actuel, mais dans le futur. Okay? Donc,
On a arrêté ça. Les États-Unis ont aussi annoncé des sanctions contre les entreprises qui gèrent des entreprises, y inclus européennes, qui gèrent ces gazoducs. Ce qui veut dire que c'est très probable que maintenant, il y aura un effort très, très important de dire, bon, comment on compense ça? Okay? Sur le long terme, pas tout de suite. Sur le long terme. Et donc, on peut aussi dire que dans le long terme, même si la situation s'apaisit assez rapidement sur le territoire ukrainien, il va y avoir quand même une manque de gaz, hein, parce qu'on ne veut pas s'offrir le gaz russe. Ce qui veut dire que probablement le prix du gaz, et par effet induit sur les autres formes d'énergie, vont être relativement élevés sur les prochaines années. Puisque vous parlez de sanctions, est-ce qu'il est possible, bien sûr, avec la présence et l'alliance de la Russie avec la Chine, est-ce qu'il est possible d'asphyxier économiquement la Russie, concrètement? Non. Non, pour deux raisons. Une, c'est qu'elle exporte des matières premières. Ces matières premières, on en a besoin, okay? Les Européens en ont besoin, mais le reste du monde en a besoin. La Chine est très capable d'absorber une bonne partie. Il y a bien entendu des problèmes logistiques. Tu ne peux pas exporter le même gaz par un gazoduc immédiatement en Chine. Mais il y a de forts investissements qui se font en ce moment entre Chine et Russie pour que la Chine puisse s'approvisionner de gaz en Russie. Et également, la Chine a donné beaucoup de signaux qu'ils vont acheter, ce que, en général, les Russes vont vendre. Certainement. Ouais. Alors, quelles sont du coup les sanctions? Comment l'Occident peut mettre pression sur la Russie? Il y a certaines voix qui s'élèvent pour que les Occidentaux coupent un peu la Russie du système bancaire, enfin en tout cas intra-bancaire, ce qu'on appelle le SWIFT. Est-ce que c'est suffisant, en tout cas pour mettre une pression financière sur les Russes? Et concrètement, comment me faire tout simplement pression sur ce mastodonte qu'est la Russie aujourd'hui? Avec grande difficulté, et ce n'est pas par hasard, parce que la Russie s'est bien préparée à ce moment. Ils ont des ressources très importantes, ils ont des réserves très importantes. C'est vrai qu'une menace considérable, c'est de les sortir du système de paiement international qui est géré par SWIFT, mais n'oubliez pas que la Russie a la contre-menace de dire, bon, alors là, je coupe le gaz. Et ils peuvent le faire pendant un bon moment. Et ils ne peuvent pas faire ça en fait, à très long terme, mais ils peuvent faire ça pendant 2-3 mois. Ça causait un problème gigantesque en Europe. En plus, on est encore en hiver, on a besoin de ces gaz. Et donc, vous voyez que déjà, il y a des différences sur les sanctions, et les sanctions qui ont été faites jusqu'à présent, malgré qu'on les présente politiquement comme étant extrêmes, etc., au fait, quand tu regardes les détails, elles sont relativement légères. C'est-à-dire que sur ça, il y a cette arme, si on peut l'appeler ainsi, cette arme de dissuasion ou qui est le gaz qui ne fait pas le poids. Il n'y a rien en face du côté occidental qui fasse le poids devant le gaz russe. Oui, et ce n'est pas le seul, hein, parce que les Russes ont aussi d'autres moyens. C'est la cyberguerre, je veux dire, il y a un rapport de force qui est plus ou moins équilibré en ce moment de ce point de vue-là. Et donc, l'Occident ne peut pas aller trop loin. Alors, l'Occident ne peut pas aller trop loin. Est-ce que la Russie peut, elle, aller plus loin que cela et mettre beaucoup plus de pression sur le monde occidental, alors que depuis le départ de cette crise en Ukraine et cette guerre en Ukraine, il s'agissait juste d'assurer cette frontière russe. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Poutine, ou en tout cas Moscou, peut penser à aller davantage sur plus d'actions à l'international? Comme quoi? Alors, si vous lisez les stratèges américains, ils vont dire oui, ils vont arriver aux portes de l'Europe, etc., etc. Mais moi, je pense qu'il y a plusieurs limites à l'action russe. Une limite est simplement, est-ce que la Russie, ce n'est pas une économie gigantesque, c'est une économie qui
est un peu plus grande que l'Espagne. Le peuple russe ne veut pas une guerre généralisée. 2. 3. On sait depuis très longtemps que plus tu t'éloignes de ton territoire, plus les choses deviennent problématiques. Et il ne faut pas oublier que les armes nucléaires existent des deux côtés. Et comme il y a une limite à ce que tu peux faire à la Russie, il y a une limite à ce que tu peux faire à l'OTAN. L'OTAN, si tu t'approches trop de l'OTAN, si tu attaques directement un pays de l'OTAN, à ce moment-là, le conflit, je veux dire, par traité international, article 5, que Biden a dit est sacré, ce n'était pas la position de Trump, une attaque contre un membre de l'OTAN, c'est une attaque contre tous les membres de l'OTAN. Et alors, à ce moment-là, on vient à des conflits directs entre forces américaines et forces russes, et le risque d'une escalation nucléaire devient très, très élevé. Mm-hmm. Et ça, c'est une limite à l'action de Poutine. Est-ce que vous pensez que l'action de Poutine aussi, comment cette action de Poutine s'inscrit-elle sur une perspective très géostratégique? Est-ce que certains observateurs parlent d'expansionnisme russe aujourd'hui, notamment avec la présence de la Russie dans certains territoires qui lui étaient jusque maintenant un peu inconnus. Je prends l'exemple de notre continent africain, que bien sûr les Chinois sont déjà bien implantés sur le continent. Maintenant, la Russie commence à prendre le lead par rapport à d'autres pays historiquement présents, européens en l'occurrence, la France, au Mali et j'en passe. Donc finalement, est-ce que vous pensez vraiment que cette théorie d'expansionnisme russe tient la route? Si vous parlez d'essayer d'avoir plus d'influence au niveau international, sur le niveau international, oui, j'y crois. Mais ce n'est pas nouveau. La Russie a toujours eu des ambitions de grand pouvoir. Elle se déclare, elle se perçoit comme un grand pouvoir, un great power. C'était du temps des communistes, c'était du temps de l'URSS. Depuis toujours, et ce que Poutine a fait, avec un certain succès, c'est de retourner sur la scène internationale. Et dans ce sens, il faut voir la Russie comme un des acteurs importants dans ce domaine, pas aussi important que les Chinois, pas aussi important que les Américains, mais quand même de plus en plus influent. Et il faut voir ça. Il y a des aspects très négatifs, mais il y a aussi des aspects positifs, comme quand les Chinois augmentent leur présence sur le territoire africain, par exemple. Il y a certains facteurs positifs, non? L'investissement en infrastructure, l'aide, etc. La Russie a beaucoup moins de moyens. Elle a tendance à peut-être intervenir plus sur le côté militaire, donc moins bienvenue de ce point de vue-là. Mais elle est là, c'est vrai. Vous avez parlé de cette population russe. Est-ce que vous pensez... jusqu'à quel point cette crise avec l'Ukraine peut impacter cette population russe? La population russe en Russie? Oui, en Russie. Ça va avoir un effet négatif. Déjà, vous voyez que, par exemple, le rouble s'est dévalué de façon importante. Le fait qu'on ne procède pas avec Nord Stream 2, le gazoduc, est un coût pour la Russie. Les sanctions qui ont été faites jusqu'à présent sont relativement légères, mais elles vont avoir un impact sur les investissements en Russie, certainement. Et donc, il va y avoir très probablement une décélération significative de l'économie russe. Mais ça ne va pas être la catastrophe. Tu ne peux pas, avec ces sanctions, et même avec cette guerre, si tu veux, éliminer ou créer une crise fondamentale en Russie, parce que la structure de l'économie russe est telle qu'elle peut résister à ça, avec ses exportations de matières premières essentielles. Elle est relativement isolée
des chaînes de valeur mondiales. Donc, les Russes ont besoin de relativement peu de l'extérieur pour pouvoir exporter. Okay? Et en exportant, et avec leurs réserves, ils peuvent importer beaucoup de choses. Donc, il y aura un effet certainement négatif sur l'économie russe, mais modéré. Les produits agricoles, est-ce que vous pensez que c'est une arme aussi? On a parlé de pétrole, on a parlé de gaz. Est-ce que c'est le grenier de l'Europe, hein, rappelons-le, cette région, la Russie, mais aussi l'Ukraine? Moins important, moins immédiat. Les céréales sont une exportation très importante, que vous avez donné les chiffres, mais il y a des stocks de céréales significatifs. On peut s'approvisionner de céréales parce que c'est quand même, ça se transporte. Il y a plus de potentiel d'exporter des céréales américains, des céréales canadiens, des céréales d'autres parties du monde, du Brésil, etc. Mais le grand effet sur les céréales, c'est pas tellement en l'utilisant en tant qu'arme de chantage, c'est le fait que l'interruption de l'exportation de céréales va mener, vous l'avez dit, à une augmentation de prix, ce qui est très important pour certains pays. Et y inclut le Maroc, qui cette année a une pluviométrie qui n'est pas du tout favorable et qui importe beaucoup de ces produits. Donc ça va être un vrai problème pour beaucoup de pays africains, par exemple. Alors, dernière question, professeur Dadouche. Est-ce que vous pensez clairement qu'avec tous ces facteurs-là, cette poussée inflationniste qui est en train de retarder la relance post-Covid un peu partout dans le monde, avec cette crise en Ukraine, on n'est pas sorti d'affaires, même en 2023, parce que les plus optimistes parlaient de 2023, les plus pessimistes parlaient de beaucoup plus pour sortir de la crise Covid. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est loin de voir le bout du tunnel, hein, comme on dit? Oui, je suis d'accord sur ça. Et on est déjà à des taux d'inflation très élevés. Ça va ajouter à l'inflation, et non seulement à l'inflation, mais à l'incertitude reliée à l'approvisionnement international. Et donc, cette anxiété qu'on a en ce moment sur les prix et sur l'approvisionnement va être considérablement aggravée par la guerre en Ukraine. Et quelle sortie, justement, est-ce qu'il y a une baguette magique? Le FMI a alerté des impacts graves que pourrait avoir cette crise. Donc, finalement, en tout cas, comment réduire les impacts de cette crise pour certains pays qui importent, en l'occurrence? Mais vous savez, quand on parle d'inflation généralisée, il n'y a pas de solution facile. La solution, en guillemets, qu'on va voir sous les prochains 1 ou 2 ans, c'est l'augmentation des taux d'intérêt, une politique monétaire beaucoup plus stricte, probablement une répercussion. La politique de la planche à billets ne pourrait pas servir dans les mois à venir. La politique de la planche à billets, oui. C'est-à-dire... Non, absolument pas. Au contraire, on va aller dans l'autre sens, ce qui veut dire que même que l'effet direct de la guerre est assez limité aujourd'hui, le fait que ça augmente les pressions inflationnistes peut porter à une période plus forte et plus prolongée de politique monétaire plus restrictive, et donc peut contribuer à une décélération plus forte de l'économie mondiale, comme déjà on s'attend en 2022-2023. Et ça aussi, ça aurait un effet négatif. Quand nous n'avons pas vraiment besoin après ce qu'on a passé avec l'épisode Covid. Merci beaucoup, professeur Ouri Dadouche. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes Senior Fellow au think tank marocain Policy Center for the New South. Merci beaucoup, Khadija. Nous passons à présent à la seconde partie de Questions d'actu. À tout de suite.
Et place à présent à l'effet, entre autres, à l'effet de la crise en Ukraine sur le stock national de céréales, mais pas que. Nous ferons également le point sur le contrat-programme pensé par les professionnels du secteur afin justement de réinventer cette filière. Pour ce, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau ce soir Jamal Mehmedi, président de la Fédération interprofessionnelle des activités céréalières. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à vous, merci beaucoup. Alors bien sûr, beaucoup de questions après cette invasion russe de l'Ukraine sur le blé. Bien sûr, le Maroc importe beaucoup de blé ukrainien, mais pas que. Que pouvez-vous nous dire sur l'état des lieux des stocks aujourd'hui, Jamal Mehmedi ? Déjà, je voudrais rassurer les Marocains. Nous avons du disponible, nous avons des stocks qui dépassent les 4 mois, donc nous sommes là. Nous avons aussi eu fort heureusement une très bonne année agricole qui nous a permis d'avoir des stocks de production locale, de production nationale. Et donc 2021-2022, la campagne 2021-2022. Voilà, donc nous sommes à l'aise à ce niveau-là, sur les 4 mois, plus de 4 mois, nous sommes à l'aise. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que nous avons anticipé, les opérateurs ont anticipé depuis novembre, ils ont anticipé, donc ils sont sortis sur des marchés, ils ont acheté, ils ont pris des positions. Et il y a eu, compte tenu qu'il y avait eu une flambée des prix sur les marchés internationaux à l'époque, donc avec le ministère de l'Agriculture et l'ONICN, nous avons pu déclencher un mécanisme pour faire face et pour neutraliser l'impact de cette hausse du blé sur le prix de la farine et donc du pain au Maroc. Donc nous avons neutralisé ça. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas d'inquiétude. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous sommes sous le choc. C'est-à-dire depuis ce qui s'est passé avant-hier en Ukraine, nous sommes, pas uniquement nous, Marocains, mais le monde entier est sur le choc. Les marchés financiers ou les bourses de céréales sont sur le choc. Donc on a connu une flambée impressionnante. Donc tout le monde c'était impressionnant. Plus 50 € sur l'Euronext, plus similaire sur le Chicago, sur le Kansas. Et donc hier c'était le blackout. Quelque part, les gens étaient. Aujourd'hui, on a disons hier soir à la fermeture du Chicago, donc les prix ont commencé relativement à baisser. L'Euronext et donc le Matif pour les céréales en Europe, il a connu aussi une légère baisse, mais la situation est là. La mer Noire et l'Ukraine est un grand exportateur de céréales et ça va redessiner et reconfigurer le commerce céréal sur les prochains mois et peut-être années à venir. Donc il faut peut-être aussi multiplier les sources d'approvisionnement sur le marché local. Non, nous sommes déjà, pour vous dire, les Marocains, en tout cas nous avons la chance au Maroc, ce sont des privés qui achètent et non pas l'État comme les autres pays. Donc nous sommes en concurrence parfaite et nous sommes sur les marchés. Nous avons encore une autre particularité qui fait notre force, c'est que nous sommes, pour la majorité des opérateurs de négoce, des importateurs, ils sont intégrés. Donc ils ont un outil industriel, ils ont des moulins, ils ont des usines d'aliments, bétail, ils ont des capacités de stockage importantes qui les obligent, quelle que soit la situation, à garantir la production et l'approvisionnement du marché. Donc à ce niveau-là, nous avons des professionnels qui seront au rendez-vous. Nous avons, et ça grâce à l'initiative, aux instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, nous avons eu une injection, une bouffée d'oxygène bien avant cette situation avec l'Ukraine qui nous a permis, disons, de sortir, d'anticiper ce qui se passe au niveau de la sécheresse actuellement. En termes de décision, en termes d'anticipation, en termes de comportement, de proaction, nous sommes présents. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes une fédération interprofessionnelle avec des professionnels qui sont vraiment forts, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont au rendez-vous. Nous avons la chance aussi d'avoir derrière nous une administration qui est à notre écoute et qui est là, qui interagit rapidement avec nous. Nous avons aussi, dans le cadre des travaux du travail qui se fait dans le cadre de la FIAC et d'autres interprofessions qui nous sont cousines, nous avons aussi anticipé et mis en place depuis un certain nombre d'années des dispositifs, des moyens pour être en mesure
d'absorber ce type de choc. D'absorber après les prix, effectivement, la pression et la poussée inflationniste, elle est mondiale aujourd'hui. Et nous avons malheureusement une année de sécheresse qui s'ajoute à ces facteurs de flambée des prix sur les marchés internationaux. État des lieux de la production nationale, Jamal Mohamedi, de combien parle-t-on en termes de pertes aujourd'hui, à ce jour, sur la production nationale en céréales, et quel genre de céréales est le plus touché? En premier lieu, ce qui nous intéresse, ce qui est prioritaire pour nous, c'est le blé tendre, donc, qui représente la quasi-totalité et c'est le blé tendre. Alors, d'une manière générale, donc on ne peut pas encore avancer des chiffres exacts, mais d'une manière générale, tout le sud du Maroc jusqu'au sud de Casablanca a été détérioré, atteint. Nous avons une possibilité au niveau du nord de Casablanca, le Rab et de la région de Seyss, nous pouvons encore récupérer. Nous avons, je pense, un peu plus de 1 300 000 hectares qui sont sauvables. Sur les trois. Oui. Sur les trois qui sont dédiés à la céréaliculture, enfin en tout cas au blé tendre. Voilà. Et donc, effectivement, on ne va pas être avec les chiffres qu'on a eus l'an passé, ni les chiffres qu'on a eus l'année d'avant, mais nous aurons toujours un matelas qui va nous permettre quand même de tenir le coup avec les importations qui ont été faites, avec la stratégie d'approvisionnement sur laquelle nous sommes en train de travailler. Nous serons au rendez-vous, c'est-à-dire que nous n'aurons pas de rupture, nous n'aurons pas d'affolement. Le problème qui va se poser dans les prochains mois, pas pour nous, pas essentiellement uniquement pour le Maroc, c'est les niveaux de prix. Donc ça, c'est le renchérissement des denrées alimentaires et du blé en particulier risque de poser problème à tout le monde. Là, c'est l'État qui interviendrait. L'État, il y a le mécanisme. C'est-à-dire qu'avec le gouvernement, nous avons mis un mécanisme qui neutralise l'impact de la hausse des prix du blé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État prend en charge toute flambée des prix à l'international. L'État prend en charge un différentiel. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Oui. Donc aujourd'hui, nous avons mis en place un mécanisme, une formule mathématique qui nous permet de prendre un petit peu les cours sur les différentes originations de blé. Donc que ce soit du blé français, américain, argentin, ainsi de suite. Et donc, sur la base de cette formule, donc c'est des relevés de prix journaliers. Donc, nous calculons une moyenne de prix, un prix cible, une moyenne de prix. Et nous disons, bon, voilà, aujourd'hui, c'est un acheteur sur le marché international. Voilà, normalement, un prix, le prix auquel il est supposé acheter. Et à ce niveau-là, donc, qu'est-ce qu'on nous demande de faire de notre côté? On nous demande donc de commercialiser, de vendre ce blé sorti port à 270 dirhams le quintal. Et donc, le différentiel entre le prix réel du marché, ça dépend. Nous avons eu avant la hausse des prix, nous étions entre 80, si j'ai bonne mémoire, entre 98. Sur le mois de mars, nous allons être autour de un peu plus de 71, 72 dirhams le quintal. Avec actuellement le marché international, nous allons être sur des niveaux peut-être de 100 ou 110 dirhams le quintal que l'État doit verser. Et donc l'État va mettre la pression de plus sur la caisse de compensation. Alors, si on parlait de cette production nationale, vous avez évoqué ce contrat-programme sur lesquels, n'est-ce pas, la FIAC est en train ou a déjà mis en place. Quels sont les enjeux? On parle d'approvisionnement, on parle aujourd'hui de souveraineté alimentaire. Est-ce qu'on peut aujourd'hui aspirer à une souveraineté céréalière chez nous au Maroc? Est-ce qu'il faut repenser peut-être même notre politique céréalière à même de ne pas tomber dans des aléas, que ce soit les aléas liés à la pandémie, les aléas liés aux guerres, comme aujourd'hui en Ukraine, et cette flambée des prix, et cette poussée inflationniste? Est-ce qu'on peut y aspirer, en tout cas à travers ce contrat-programme? Alors, pour vous dire, l'équation céréalière est très complexe. Elle est complexe pour les Marocains et partout dans le monde. Aucun pays dans le monde, aucun producteur dans le monde n'est à l'abri d'une sécheresse. Donc c'est une équation difficilement
traitable, entre guillemets. On a des solutions. Ce qu'ont fait les Marocains, ce que nous avons fait dans le cadre du contrat programme, c'est que nous avons regroupé toutes les parties prenantes, donc de l'amont, de la production. On parle, nous, de pré-production, production, collecte, transformation, ainsi de suite. Toute la chaîne de valeur. Toute la chaîne de valeur. Alors, sur cette chaîne de valeur, au Maroc, nous avons, et on a tendance à l'oublier, même à l'occulter, c'est que nous avons de très bons praticiens, très bons ingénieurs agronomes et chercheurs. Donc nous avons l'INRA avec ses chercheurs, où on a travaillé sur des variétés céréalières qui sont là. Nous avons aussi des multiplicateurs de semences qui font des essais, donc qui sont en train de produire des variétés qui épousent l'environnement marocain, disons des différents environnements et bassins céréaliers au Maroc. Et donc ça nous amène à aller davantage vers une production beaucoup plus, beaucoup plus sereine, beaucoup plus. Et nous allons, dans le cadre du contrat programme, aller sur une agriculture beaucoup plus précise. C'est-à-dire que nous allons être dans une précision et dans une disons, on va être, excusez-moi. C'est-à-dire précise afin de quoi? D'accroître d'accroître peut-être le rendement ou de mieux gérer? Ça va être le tout. C'est l'utilisation des intrants, une maîtrise sur l'utilisation des intrants, une augmentation de la productivité, du rendement et de la qualité. D'accord. Alors, continuons justement sur le contour de ce contrat-programme de la Fédération. On a parlé des enjeux. Quid de ça? C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'on attend de ce contrat-programme? Alors, le contrat-programme déjà est en alignement avec la stratégie Génération Green. Donc, nous avons eu le plan Maroc Vert qui a mis un certain nombre de donner des directions et on entame un certain nombre de chantiers qui sont arrivés à terme à la fin de 2020. Et donc la génération green est venue pour consolider et pérenniser ce qui a été fait au niveau de la production et développer l'élément humain, le volet humain par rapport à cela. Et donc, comment est-ce que notre fédération, nous, l'interprofession, a repensé et accompagné pour porter cette stratégie et pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés. La première des choses, c'est que nous avons décidé, avec mes pairs au niveau de cette interprofession, de fonctionner, d'identifier un certain nombre de projets pilotes, de projets prioritaires, de projets pilotes. Ces projets pilotes portent au niveau de la recherche variétale, du développement de semences. Donc, nous allons avoir un contrat qui va être signé entre les interprofessions, entre la FNIS qui est spécialisée dans les semences et essentiellement la FIAC. Nous sommes organisés en association régionale de producteurs de céréales et de légumineuses, et donc sur 5 bassins actuellement, et on sera 7 bientôt, et donc avec nos partenaires par bassin céréalier, donc nous interagissons de manière raisonnée pour pouvoir décliner et appliquer ce qu'il va y avoir au niveau du contrat programme. Et nous avons une grosse problématique qui se posait, c'était celle de la commercialisation. Comme je peux vous le dire, il y avait énormément de pertes, de gaspillage, même de dégradation de la ferme, disons du champ, jusqu'à l'organisme stockeur. Et donc nous avons décliné une stratégie, un certain nombre d'actions. Donc quand on s'est regroupé, nous avons identifié un certain nombre de problèmes, exactement 300 problèmes, avec les différentes 300 problématiques. Nous avons eu un peu plus de 1265 idées et propositions de solutions. Nous avons organisé ça autour de 8 projets directeurs qui touchent. Et parmi ces projets directeurs, nous avons une partie qui touche l'innovation, une partie qui touche la gouvernance et la digitalisation, une partie qui touche la partie supply et commercialisation, une partie qui va nous préparer, qui va nous permettre d'ici la fin à la fin du contrat Génération Green, de créer une bourse de céréalière. Donc nous sommes en train de structurer, de travailler en
task force, de manière à faire aboutir un certain nombre de projets. Je vais vous donner au niveau un projet sur lequel nous sommes en train de travailler. Vous savez, cette année aussi, on a connu l'un des plus grands pays exportateurs de blé dur, qui est le Canada, a eu un problème climatique. Sa production a baissé de 50%. Donc les prix ont explosé, les prix du blé dur. Et on s'est retrouvé avec un prix de semoule à base de blé dur qui ont aussi explosé par rapport à ça et qui a suscité un certain nombre d'interrogations. Et ça. Donc nous, parmi des projets sur lesquels nous travaillons avec la MIPAC, qui est l'association marocaine des producteurs de pâtes et de couscous, c'est de produire de la semoule et du couscous et des pâtes 100% base, 100% blé dur marocain. Et donc nous sommes en train de c'est la valorisation aussi de ce. C'est la valorisation, c'est la précision. Made in Maroc. Oui, c'est la valorisation, la précision et le professionnalisme qui va accompagner ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit ? Aujourd'hui, il faut qu'on se mette dans la tête, c'est que l'agriculteur et l'agriculture marocaine est notre priorité. Nous pouvons, avec ce que nous avons, nous pouvons encore faire mieux. Nous pouvons encore produire plus. Comme je vous l'ai dit, il y a toute la partie accompagnement, conseil au niveau de l'agriculteur. Et c'est au niveau de la fédération et des interprofessions. Au niveau de notre interprofession, qui regroupe un certain nombre de fédérations, qui sont les agriculteurs, les organismes stockeurs, et nous interagissons dans un écosystème où nous avons des offices et des agences qui nous aident. Nous avons l'ONCA qui accompagne et qui contribue à accompagner l'agriculteur pour pouvoir produire mieux. Nous avons de l'autre côté l'ADA qui a mis en place un système d'agrégation qui permet de relier le producteur avec le consommateur final. Et notre objectif au sein de la FIAC, essentiellement, c'est de créer une plateforme où toutes les parties prenantes de notre écosystème vont y adhérer, où on va mettre en place, c'est-à-dire il va y avoir un engagement de l'agriculteur qui intègre cette plateforme, de suivre un cheminement bien précis où il va utiliser des semences certifiées. Et là, au passage, je dois féliciter, malgré les difficultés que connaît cette entreprise publique, qui est la Sonacos, qui a été toujours auprès des agriculteurs et qui prend le risque, c'est quelque chose d'impressionnant, qui prend le risque de mettre à disposition et de sélectionner, de mettre à disposition des céréales de qualité, des céréales certifiées qui vont permettre de donner un rendement exceptionnel au niveau du rendement. Ils sont là, quels que soient les aléas, quel que soit Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, investir dans l'agriculture céréalière est toujours bien vu, j'ai envie de dire, du côté des agriculteurs? Est-ce que je peux vous dire que quelqu'un qui investi dans son cœur est quelque chose de bien vu? Non, mais je veux dire, après, c'est un retour sur investissement aussi. Non, il n'y a pas une seule lecture. Vous savez, l'agriculteur, il faut avec toute humilité nous incliner devant lui. C'est quelqu'un qui prend ce qu'il a comme pas plus cher, il a une terre qui est chère, il prend et il sème et il attend ce qui se passe, est-ce qu'il va y avoir des pluies ou pas. Et donc aujourd'hui, oui, il faut qu'on continue à investir. Est-ce qu'il ne faut pas augmenter aussi la surface dédiée aux céréales aujourd'hui dans notre pays? Vous savez, il y a des limites, il y a des frontières horizontales. On ne peut pas progresser géographiquement pour pouvoir produire plus, il faut produire mieux. Et donc c'est là où il y a de l'innovation, c'est là qu'il y a de la précision. Vous savez que nous perdons actuellement entre 15 à 20% de notre récolte entre le champ et l'eau. Énorme. Parce que les moissonneuses ne sont pas réglées, parce que les personnes ne savent pas récolter, parce qu'il y a un certain nombre de choses. Et dans le cadre de notre contrat programme, notre accompagnement, et dans le volet, dans le fondement 1 du contrat programme, nous voulons faire monter en compétences et en puissance les métiers et ça annexes. concerne tout le monde, petits comme grands agriculteurs. Nous avons des grands agriculteurs qu'on peut comparer aux agriculteurs américains. C'est une fierté avec beaucoup de choses. Tout à l'heure, j'ai dit, nous avons des compétences. Et nous avons même un petit fellah qui peut nous donner des leçons, qui peut nous transmettre un savoir. Et donc, c'est la conjugaison de ce savoir du petit fellah avec la conjugaison de cet ingénieur qui fait les terrains et qui a une exploitation qui va faire la richesse qui va nous permettre d'aller plus.
d'aller plus en avant. Mais il faut investir, il faut continuer, il faut investir mieux, il faut produire mieux. Et nous avons tous les éléments pour le faire. Ce n'est pas facile, il n'y a pas de baguette magique, mais on va y arriver et on n'a pas le choix, on doit y arriver. Un dernier mot justement, on doit y arriver. Pour quand vous avez parlé du plan Génération Green, donc pour le contrat programme. La durée, c'est aussi celle du programme Génération Green et aussi première étape dans la mise en place de contrat programme. C'est un chantier. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a le contrat programme et il y a la feuille de route de la FIAC. Donc, le contrat programme peut porter tout au parti de la feuille de route de la FIAC. La feuille de route de la FIAC commence maintenant. C'est-à-dire les actions commencent maintenant. Nous allons investir en plateforme de stockage. Donc, nous avons ce qui est différent, c'est que nous allons décliner un business model, je dis bien un business model qui va résoudre cette équation complexe qu'est l'équation de la filière céréalière. Ce business model est composé d'un certain nombre d'attributs de valeur qui vont nous permettre d'aller plus. Qu'est-ce qu'on va? Déjà en termes d'investissement, chaque bassin céréalier, nous avons soit des référents identifiés, des professionnels qui pourront agréger et mettre autour d'eux un certain nombre d'acteurs pour pouvoir, dans le cadre des orientations de la génération green, créer de nouveaux profils d'entrepreneurs. Très bien. De collecteurs, et donc professionnaliser la chose. Nous avons malheureusement des coopératives agricoles qui sont un petit peu en marge pour des raisons financières. On va essayer de le remettre le pied à l'étrier. Mais sinon, nous allons créer une nouvelle génération d'opérateurs qui portent ce business modèle des coopératives agricoles. Ce business model, c'est la mutualisation, le conseil, l'accompagnement, la collecte, la classification de la production nationale par un grading, sa valorisation, son alignement avec le besoin industriel du pays. Et on va essayer, alors pour vous dire aussi, c'est que ce qui est produit en termes de récolte marocaine ne rentre pas en totalité dans le circuit de commercialisation. Nous avons à peu près... si je veux être vraiment large, nous sommes à peu près entre 30 et 40% qui intègrent le circuit de commercialisation. Le reste, c'est soit de la consommation, pour l'autoconsommation de l'agriculteur. Donc la culture vivrière, ce qu'on appelle. Voilà. L'autre passe par un circuit traditionnel, par les halles, les souks, informel, ainsi de suite. Et donc, l'un des objectifs de notre feuille de route et du contrat programme, c'est de capter davantage. Vous savez, en termes de blé dur, le Maroc produit un petit peu de blé dur, mais on ne capte rien. Donc on va aider, on va aller et on va mettre tout ce qu'il faut et toutes les personnes et nouveaux profils d'entrepreneurs qui vont être orientés vers ça pour qu'on puisse en capter davantage, valoriser, pousser, intéresser et motiver les gens à aller encore de l'avant D'où le projet de créer une bourse de céréales. Alors, la bourse, c'est une finalité. Alors voilà, l'idée, c'est qu'il y a un certain nombre de prérequis. Ces prérequis, c'est les suivants. 1, créer une plateforme digitale qui permet une certaine traçabilité. Cette plateforme ne peut être construite et ne peut nous conduire par la suite vers une bourse de céréales que si nous contractualisons les transactions entre l'agriculteur et différentes parties, l'agriculteur, l'organisme stockeur, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas réellement de contrat physique par rapport à ça. Nous pouvons même augmenter le revenu de l'agriculteur en définissant les normes qualitatives, parce qu'aujourd'hui, l'agriculteur n'est pas payé sur la protéine, alors que nous payons la protéine quand nous allons sur le marché internet. Donc, nous avons des prérequis. Les prérequis, c'est des plateformes de stockage qui vont servir de collecte, donc créer un marché des transactions physiques, un certain nombre de transactions qui vont permettre l'émergence de cela. Par la suite, nous allons créer une chambre d'arbitrage pour couvrir ces contrats qui vont être initiés entre les différentes parties prenantes du secteur. Nous allons y adosser un certain nombre d'autres produits connexes, comme la couverture risque, les assurances risques, comme un certain nombre de produits qui existent sur d'autres plateformes. Donc c'est une finalité. Il y a un certain nombre de prérequis qui figurent dans notre contrat programme. On n'a pas peut-être tout le temps pour vous le décliner, mais il y a un certain nombre de prérequis. Nous allons certainement y revenir à ce contrat programme une fois qu'il sera signé avec la tutelle. Absolument. Donc là, disons, les prémices les prérequis de cette bourse, c'est une plateforme qui va nous permettre déjà de faire intégrer cet écosystème, de créer de la transparence, d'adosser des flux physiques à des flux financiers et de faire monter en puissance cette fédération. Nous ne devons plus
on n'est pas au temps du bricolage, on est au temps du professionnalisme. Et ça, nous avons tous les atouts, que ce soit avec les différents opérateurs de cette filière, que je saisis l'occasion de les féliciter ici pour leur persévérance dans le travail, et aussi pour l'encadrement et les compétences qu'on trouve que ce soit au niveau du ministère de l'Agriculture ou que ce soit au niveau de l'INRA et de l'Institut agronomique. Parce que je vous assure que nous avons des chercheurs, nous avons des cadres qui sont formidables et on a de quoi être. On n'a pas à être jalousé par d'autres. Merci. Merci beaucoup Jamal Hamdi, président de la Fédération interprofessionnelle des activités céréalières. Merci d'avoir fait le point avec nous sur un sujet qui touche tous les Marocains aujourd'hui, qu'on suit de très très près. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.